Jacques Cheminade, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Euh, Ma première question, elle concerne la décision qui a été prise par Vladimir Poutine et annoncée lors de son discours à la nation hier et qui concerne la suspension de la participation de la Fédération de Russie au traité de New Start. Alors, après la fin de la guerre froide, pratiquement tous les accords qui ont été signés entre la Russie et les États-Unis, aussi bien pour les armes conventionnelles que nucléaires, ont été pratiquement abandonnés. Celui-là est le dernier. Alors, comment analysez-vous la situation internationale actuelle à l'aune de cette décision? Et à votre avis, cette décision russe est-elle justifiée? Alors, il est clair que nous sommes dans une situation internationale extrêmement dangereuse, pratiquement au bord d'un gouffre. Ce gouffre est une fuite en avant, presque somnambulique, vers la guerre. Alors, pour nous, la paix est la valeur suprême des êtres humains parce qu'elle permet de créer une coopération entre êtres humains, créatrice, pour à la fois servir le bien commun et donner aux générations futures le moyen de vivre et de vivre mieux que nous-mêmes. Alors, dans cette situation, il faut bien voir l'évolution historique. Je comprends, je trouve tout à fait compréhensible la décision de Vladimir Poutine compte tenu des circonstances. Mais il faut bien voir quelles sont ces circonstances historiques. En 2001, Vladimir Poutine avait proposé à George W. Bush que la Russie et les États-Unis œuvrent ensemble contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Rien venu de la part des États-Unis. Puis, à diverses reprises, la Russie avait exprimé son intention de coopérer avec les pays occidentaux, notamment au sein de ce qu'on appelait à l'époque le G8, à une politique de développement mutuel. Il y a une date extrêmement importante qu'on ignore généralement. C'est Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui dit, il faut un traité de stabilité et de sécurité en Europe, c'est ce que veulent les Russes. Je proposerai que l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, on est en 2006, Oui, soit oui. garantie à la fois par la Russie et l'OTAN dans le cadre de ce qui existait alors, le Conseil Russie-OTAN, dont on a chassé ensuite la Russie. Cela ne se fait pas parce que Gourdon-Montagne va voir aux États-Unis Condoleezza Rice, qui est à ce moment-là la personne qui s'occupe des affaires étrangères du département d'État américain, qui lui dit, voilà, vous n'allez pas, vous autres Français, nous gêner. Nous voulons nous étendre à l'Est et nous pensons que l'Ukraine et la Géorgie doivent rentrer dans l'OTAN. Donc, Mhm. c'était clair. 2008, conférence de Bucarest. À la conférence de Bucarest, il est décidé, malgré l'opposition de la Russie, que l'Ukraine et la Géorgie pourront rentrer dans l'OTAN. Mais à ce moment-là, il y a la France et l'Allemagne qui disent oui, la décision est prise, mais on la remet à plus tard. Donc, peu à peu, l'OTAN s'étend. Au départ, l'OTAN ne devait s'étendre et qu'en Allemagne, dans l'Allemagne réunifiée, c'était une des conditions qui avaient été mises au moment des négociations. Là, elle s'étend et s'étend de plus en plus. Et on en arrive à 2014, le Maïdan, véritable coup d'État contre un président élu. Et dans ce contexte, Victorien Nuland, le secrétaire d'État américain, intervient pour dire, voilà, on a donné 5 milliards à l'Ukraine pour que l'Ukraine se renforce. On fait les négociations de Minsk. Mais les négociations de Minsk qui doivent assurer qu'on stabilise la situation, en fait, Angela Merkel puis François Hollande reconnaissent que c'était pour gagner du temps et pour permettre à l'Ukraine de s'armer vis-à-vis de la Russie. Donc, il y a toute une série de provocations. Et l'opération spéciale
de la Russie en Ukraine ne peut se comprendre qu'à la lumière et en tenant compte de toutes ces provocations. On arrive aujourd'hui de provocation à la situation actuelle. Je veux rappeler simplement une chose qui, je pense, est très importante. Actuellement, dans le monde, parmi les puissances nucléaires, il y a deux pays, qui sont la France et la Chine, pour qui, actuellement, on dit on ne fera pas de première frappe. Les États-Unis, comme il a été très clairement vu, les États-Unis ont littéralement changé de doctrine. Les États-Unis sont passés maintenant à une logique éventuelle de première frappe. Ce que dit la Russie jusqu'à présent, c'est que la Russie défendra son territoire lorsqu'il y a une menace pour ses intérêts vitaux ou les territoires d'amis, et que cette menace soit nucléaire ou conventionnelle, à ce moment-là, elle se réserve la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Les Américains vont plus loin, et ce qu'ont dit plusieurs officiels russes récemment, c'est que la Russie, à son tour, se réservait la possibilité d'une première frappe éventuellement avec des armes nucléaires tactiques. Donc on en est là, et c'est une situation extrêmement dangereuse. Et il est clair que malgré tout ce que dit la presse occidentale, toute la presse française qui est déchaînée contre Poutine, le maître du Kremlin, etc., Bernard-Henri Lévy étant une fois de plus à l'œuvre, avec ses visions extrémistes et provocatrices, on est dans une situation où on a peu à peu créé du côté de l'OTAN, et notamment depuis la conférence de Madrid. La conférence de Madrid qui s'est tenue en juin a décidé que l'OTAN serait global NATO, c'est-à-dire une OTAN mondiale, et qu'elle s'étendrait partout. Donc on comprend que du côté russe, il y a une réaction, d'autant plus que pendant 8 ans, les oblasts de Luhansk et de Donetsk, de Donbass, ont été bombardés par les Ukrainiens, contrairement à ce qui avait été déterminé à Minsk, où on veut aboutir à une autonomie, négocier cette autonomie et voir comment on pouvait conserver la langue russe en Ukraine. Non. Et depuis, Zelensky a interdit tous les partis politiques d'opposition en Ukraine et les poursuit. Donc, cette démocratie ukrainienne, voilà ce que c'est. Ce n'est pas une, bien entendu. Et de plus, Tribune Juive a bien montré, aujourd'hui en France, que l'Ukraine pratique le culte du bandérisme, notamment beaucoup plus depuis évidemment un an, mais déjà auparavant. Et Stepan Bandera était l'homme qui était le collaborateur des nazis, c'est la forme du nazisme ukrainien. Et j'ai retrouvé un texte de Simone Veil, une interview de Simone Veil avec le père Dubois, qui parlait de la Shoah par balle en Ukraine. Et elle dit, Simone Veil, que les Ukrainiens ont persécuté les Juifs, assassiné les Juifs, avant même que les troupes nazies hitlériennes rentrent en Allemagne. Donc, il y a une base à tout cela. Et cette base, la presse occidentale, évidemment, n'en parle pas. Et on se trouve dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et Est-ce évidemment, que Jacques Cheminade, on en sortira. donc pour vous, si j'ai bien compris, cette décision russe vient dans un ensemble d'événements qui se sont enchaînés et vous considérez que cette décision est un pas de plus vers l'escalade nucléaire? On ne peut la comprendre que si on la situe dans ce contexte historique dont j'ai parlé. Alors, dans le discours du président Poutine, il faut rappeler qu'il y avait toutes les autorités religieuses qui se trouvaient à écouter le discours du président. Donc, il y a ce contexte moral que Poutine a voulu donner, que le président Poutine a voulu donner, en même temps que le contexte de défense de la Russie. Donc, en Occident, généralement, on comprend mal le lien entre ces deux choses. Donc, c'est très important parce que ça ouvre peut-être une porte de sortie. Si on situe à un niveau plus haut, on en reparlera tout à l'heure, à un niveau moral plus élevé, le défi dans lequel le monde est jeté, se trouve jeté aujourd'hui. Et c'est une politique constante qu'on a pu voir. On dit les États-Unis, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, par exemple, et c'est la provocation de ce côté, qu'aujourd'hui, on forme des diplomates européens à Bruges pour substituer un jeu
à un jeu national, un nous européen. Donc, c'est l'Europe. Hein. Mais Mhm. l'Europe, la salle où se réunissent ces diplomates, il n'y a pas de diplomate français, heureusement pour l'instant, mais ces diplomates européens à venir, s'appelle Madeleine Albright. Madeleine Albright, c'est la femme qui a dit que, évidemment, 500 000 enfants tués dans la guerre contre l'Irak, 500 000 jeunes, c'était le prix à payer. Le Mhm. prix à payer pour une juste guerre. Donc on est dans quelque chose qui intègre l'Europe au sein de l'OTAN. Et on le voit, parmi les pays de l'Union européenne, seuls 4 ne font pas partie de l'OTAN. L'Irlande, qui a un accord avec les États-Unis, un accord bilatéral, Malte, Chypre et l'Autriche. Tout le reste, c'est membre de l'OTAN. Donc, OTAN, Union européenne, apparaît comme une unité. Donc, on comprend la réaction de la Russie face à cela, si cette unité devient quelque chose qui s'exprime de façon extrêmement agressive vis-à-vis de Moscou. D'accord. Donc, je Et réponds. par rapport aux déclarations des chefs d'État occidentaux au sommet de la sécurité internationale de Munich qui s'est tenu le 17 et 19 février, alors qu'en pensez-vous et quelles pourraient être ses conséquences? Alors, les chefs d'État occidentaux se sont montrés tous va-t-en guerre. Euh, Si je prends par exemple le président français, Emmanuel Macron, il a dit, nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra les négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine. D'abord, ce ne sont pas les conditions choisies par l'Ukraine, c'est les États-Unis qui dominent l'Ukraine, le gouvernement actuel. En plus, ce que dit Macron consiste à envoyer le peuple ukrainien à la boucherie avec des armes plus ou moins désuètes pour affaiblir la Russie jusqu'à qu'elle cède. On est en pleine folie, on est en pleine illusion. Mais à force d'illusion, comme avant la guerre de 1914, je vois plus le modèle de 1914 qu'en 1930, à force d'illusion et de somnambulisme, ben, on arrive à la guerre, même si on pensait ne pas la souhaiter. C'est très clair en ce qui concerne ce que disait Maurice Gourdeau-Montagne sur la neutralité de l'Ukraine. Même Brzezinski, même Kissinger à l'époque disait c'est très dangereux d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Très dangereux géopolitiquement, économiquement, à tout point de vue. D'accord. Donc, actuellement, ce qu'on a fait du profil occidental, parce qu'on espère, du point de vue britannique, maintenant du point de vue américain, intégrer l'Ukraine dans l'OTAN sans l'intégrer, en faire des accords de coopération, envoyer des armes, et faire de fait comme si elle était dans l'OTAN, sans l'article 5, mais pratiquement aux limites de l'article 5. L'article 5 de l'OTAN qui décide que tout pays agressé, les autres pays doivent intervenir pour l'assister et intervenir par les armes. Donc on est à la lisière de ça, c'est ça qui est très dangereux. D'accord. Et juste pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, Monsieur Cheminade, est-ce que, au-delà outre la question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, est-ce que l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne ne constitue pas le même problème, vu C'est la que même chose. toute la défense européenne, elle est sous l'article 21 sous le C'est la même parapluie de chose. l'OTAN? C'est la C'est même la même chose. chose parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre l'Union européenne et l'OTAN, puisque seulement 4 petits pays de l'Union européenne ne font partie de l'OTAN, tous les autres pays font partie de l'OTAN, et on proclame que pour ceux qui sont partis de l'OTAN et de l'Union européenne, on constate qu'ils doivent obéir et suivre la règle de l'OTAN, participer à l'OTAN, et pour les autres, eh bien, qu'ils doivent considérer et admettre que les autres pays appartiennent à l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne, c'est l'OTAN. Mhm. On l'aime ou D'accord. pas aujourd'hui. Et techniquement, le fait de sortir, pas de sortir, mais de suspendre la participation à New Start, techniquement, qu'est-ce que ça engage? Est-ce que ce n'est pas une situation où une faute ou une erreur de calcul ou d'appréciation pourrait provoquer une déflagration nucléaire Bien sûr totale? que oui. Bien sûr que le risque est là. L'accord sur les missiles, antimissiles, les ABM, non, c'est fini. C'est fini. L'accord des armes nucléaires de portée intermédiaire, c'est fini. L'accord ciel ouvert, on se renseignait sur les manœuvres aériennes, c'est fini.
Et le START, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus aucun des traités qui permettait de stabiliser les choses au moment de la guerre froide. Il n'y a plus rien. La situation est quelque part aussi grave, sinon plus grave, que lors de la crise des missiles de Cuba de 1962. Sauf qu'en 1962, c'était une menace existentielle pour les États-Unis. Et que, heureusement, Kennedy et Khrouchtchev ont réagi sagement et que le pape Jean XXIII est intervenu pour assurer que cette négociation puisse avoir lieu. Et les choses se sont stabilisées. Ensuite, lorsque Kennedy a voulu aller plus loin et mettre fin aux conditions de la guerre froide, il a été assassiné. Donc, c'est une chose. Maintenant, la menace existentielle, c'est une menace existentielle pour la Russie. Il faut bien le comprendre. L'OTAN qui s'étend jusqu'aux frontières russes, les missiles qui sont en Roumanie ou en Pologne, qui peuvent être des missiles, dit-on, antimissiles, mais qui peuvent très bien être reconvertis en missiles de croisière. Les sites de lancement peuvent être reconvertis en missiles de croisière. On est vraiment dans une menace existentielle pour la Russie. Et à cette menace existentielle, le président Poutine réagit comme il a réagi. On en est là. Donc, on a vu qu'au moment de la crise des missiles de Cuba, on a pu s'entendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme plus raisonnable? Les militaires. Les militaires dans les pays occidentaux, parce qu'eux, au moins, savent qu'on meurt à la guerre. Alors, je veux parler de Millet, qui a laissé entendre que la Crimée, on ne pouvait pas, l'Ukraine ne la récupérerait pas, donc, et qu'il fallait négocier. D'autres généraux, comme le général Miller aux États-Unis, ont dit que, voilà, lui, il gardait le souvenir de la guerre contre l'Irak et que, avec tous les morts américains et tous les morts irakiens, ça lui ferait bouillir le sang dans les veines jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a une opposition aux États-Unis, un mouvement de la paix partout, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui va dans le sens euh, contraire à cette course qui a été lancée euh, par les pays de l'OTAN, alors que la France elle-même, qui aurait pu être indépendante et jouer un grand rôle, la France, par Nicolas Sarkozy, a décidé de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Mhm. Bien, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire dans votre dernier propos et vous poser la question justement sur cette escalade-là à la lumière de ce que le grand journaliste américain Seymour Hersh a dévoilé sur la question de la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, où il dit que ce sont des forces spéciales nageurs américains qui l'ont fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Et pourquoi il est autant attaqué alors qu'il a fait mine d'intégrité durant toute sa carrière journalistique? Eh ben, Seymour Hersh, c'est l'homme qui avait dénoncé My Lai, les atrocités commises par l'armée américaine au Vietnam, à My Lai, et Abu Ghraib, les centres de torture à Abu Ghraib, et Counterling Pro, qui est l'organisation qui avait été montée aux États-Unis plus ou moins secrètement pour contrer toute opposition et faire que la CIA et le FBI poursuivent tous les Américains éventuellement par des provocations qui pourraient être coupables de mener, soi-disant, contre l'intégrité américaine. Donc, ça avait amené la commission Church à être constituée, qui avait révélé toute une série de choses faites par les services de renseignement américains à l'époque. Donc, c'est quelqu'un, Seymour Hersh, qui est très sérieux, c'est un journaliste intègre et un très bon enquêteur. Son dossier est très clair et il apparaît bien, ce qu'il apparaissait à tout le monde, que ça ne pouvait être qu'une puissance occidentale, et en espèce les États-Unis, qui ont les gens capables de descendre à environ 80 à 100 mètres de profondeur et à mettre les charges explosives. Alors, il est très précis. Seymour Hersh montre bien l'aide des autorités norvégiennes, comment elles ont procédé, le silence des Suédois et des Danois, et ont montré qu'il y avait bien un ensemble visant à provoquer cela. Il faut dire que, la, que différentes sources en Occident, Biden avait déclaré auparavant devant Scholz qu'ils avaient tous les moyens d'arrêter Nord Stream. Il avait dit devant Scholz. Or, on sait déjà que les choses étaient déjà prévues à ce moment-là. C'était 9 mois auparavant que toute la discussion avait eu lieu aux États-Unis sur comment le faire. Alors, évidemment, dans les pays occidentaux,
c'est complètement, je dirais, ça dépasse l'entendement. On a dit à la fois pour le bombardement de la prison où étaient sur le territoire, donc où étaient les forces russes, le bombardement de la prison où étaient les prisonniers du bataillon d'Azov, que le bombardement de Zaporoye et que maintenant les Nord Stream, ça aurait été les Russes qui le font. Alors, est-ce que les Russes se bombarderaient eux-mêmes? C'est complètement absurde. Donc, on a perdu la raison de ce point de vue-là. Et il est clair maintenant que la question est posée. Cet acte de sabotage est un acte de guerre. Moi-même, j'ai demandé qu'il y ait un débat au Parlement français sur cette situation, parce que la France était partie Ouais. de Nord Stream, NJ 1 milliard. Donc voilà, en Allemagne, il y a eu quand même un débat au Parlement, même pas en France. Le débat au Bundestag a été limité, mais il y a quand même des gens de l'AfD, le parti d'extrême droite, et des gens de Die Linke, le parti d'extrême gauche, qui on peut dire ce qu'ils pensaient. En France, on ne le voit pas. On voit une artillerie médiatique qui réduit au silence toutes les oppositions, plus un gouvernement qui joue un rôle, disons, complètement hypocrite et faux dans cette affaire. Donc, on a euh, tout un système qui n'est plus selon les règles de la liberté de presse, la liberté d'expression et la démocratie dans les pays occidentaux. Et par rapport justement à ces révélations de Seymour Hersh et au sabotage, est-ce que, parce que ici en Russie, les gens ne comprennent pas alors qu'il y a eu plusieurs enquêtes de plusieurs pays et qui n'ont justement amené aucun indice, même pas un indice que la Russie a participé au sabotage de ces gazoducs. Alors, il y a ces déclarations et on a les États-Unis qui, sous couvert qu'elle veut saboter une infrastructure russe, mais en réalité, elle pénalise ses alliés en premier lieu parce qu'ils sont dépendants de l'énergie russe. Comment on n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants européens se laissent aller à ce point au détriment des intérêts vitaux de leur pays, de leur peuple? Alors, sur avoir les preuves, vous savez, on n'a jamais trouvé qui était l'assassin de Kennedy et le faux assassin a été abattu par un indicateur de police, Jack Ruby, donc on n'a pas trouvé. Bon, on veut ne pas trouver. Ce n'est que si les Russes sont impliqués dans l'enquête avec les autres pays que là, sans doute, on trouvera quelque chose. Mais évidemment, on ne le veut pas parce que les Russes sont exclus. Et il faut dire que de ce point de vue, une des raisons qu'a donné le président Poutine pour sortir de START, c'est qu'on a frappé de sanctions tous les Russes qui pourraient aller contrôler ce qui se passe aux États-Unis. Mhm, Poutine réplique en disant les Américains ne pourront pas non plus venir en Russie voir nos armes qui sont d'une qualité supérieure et essayer de nous espionner pour savoir comment elles marchent, ces armes hyper. mhm, Donc voilà, on en est là. Alors, évidemment, la question que vous posez sur les Européens, c'est que les Européens ont été peu à peu, sont rentrés dans une logique, je dirais, imposée par une oligarchie financière. Cette oligarchie financière est implantée à la City de Londres, elle est implantée à Wall Street, et elle travaille étroitement avec ceux qui possèdent les données, les data, comme on dit, c'est-à-dire les sociétés de GAFAM et le Pentagone. Ça forme un tout. Et c'est ce tout qui forme une sorte d'association militaro-industrielle, financière, médiatique, universitaire, think tank, comme le disent nos amis américains, qui sont tout à fait opposés à cela et qui le dénoncent. mhm. Donc, c'est cela dans lequel sont rentrés les Européens. Et vous le voyez à tous les niveaux, au niveau des think tanks, au niveau des experts universitaires, des experts militaires. Tous ces gens-là ont le même avis sur ce qui se passe en Ukraine, à part un ou deux. Donc, nous travaillons avec des généraux et avec des experts qui sont dissidents par rapport à cela, mais qui n'ont pas de droit aux médias. Vous avez des gens comme Éric Denessé, par exemple, du CF2R, qui est un expert dans ces questions, qui les connaît bien. Il n'a pas droit aux médias. Et les médias, c'est l'Express aujourd'hui. L'Ukraine doit vaincre et les Ukrainiens donneront des leçons à l'Europe. On croit rêver. Comment ce pays qui est... Mais parce que là, il y a quelque chose de très dangereux, parce que le président Poutine, il justifie sa décision en disant que trois choses. La première, c'est que les Occidentaux veulent la défaite stratégique de la Russie. Deux,
il y a eu des tentatives par l'OTAN de participer à des attaques ukrainiennes ou de piloter des attaques ukrainiennes contre des bases stratégiques où il y a des armes nucléaires. Et puis, troisièmement, il dit que dans le cas actuel de belligérance qu'on voit un peu coalisée contre la Russie, on ne reviendra pas dans ce traité-là si la Grande-Bretagne et la France ne l'intègrent pas. Donc là, c'est un peu, disons, dire que l'OTAN a déjà participé à une attaque d'une base nucléaire, c'est quand même, euh, on arrive vraiment à minuit moins quelques secondes. Oui, ah oui, on est le Doomsday Clock, comme disent les Américains, elle a été située à minuit moins 5 secondes. On y est, très près. Et ce qui est très grave, j'ajouterai à ce que vous dites, ce qui est très grave, c'est que les cibles que les Ukrainiens, entre guillemets, probablement guidés même sur place par des Américains, ont frappées, ces cibles ont été données par les moyens d'observation américains. C'est-à-dire, Absolument, dès le oui. départ, c'est Elon Musk et Starlink qui ont donné les éléments aux Ukrainiens. Sans ça, je pense que l'opération de Poutine aurait peut-être pu réussir rapidement, sans ces aides données à l'armée ukrainienne au départ, montées pendant les 8 ans où on pensait encore aux accords de Minsk, renforçant l'armée ukrainienne, mais elle-même n'aurait pas pu arrêter les troupes russes qui avaient été lancées, sauf non plus les arrêter que parce que il y a eu ces données qui ont été fournies par tout le numérique, le cyber et tous les moyens américains. Donc, il y a une guerre par procuration, et c'était une guerre, en réalité, de l'OTAN et des États-Unis contre la Russie, cherchant à endiguer la Russie, avec pour plan ensuite de s'en prendre à la Chine. Mhm. Il continue. Et moi, je vois avec beaucoup d'intérêt ce vendredi le plan de paix que va proposer Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères Oui. chinois. C'est très important parce qu'on sait que la Chine aide l'économie russe. Maintenant, les Occidentaux accusent la Chine de fournir des armes à la Russie. Euh, Peut-être qu'ils fournissent des pièces détachées, mais c'est certain qu'ils ne fournissent pas d'armes. Ils l'ont dit eux-mêmes. Donc, et sur cela, on peut les croire parce que c'est trop grave de se faire prendre ou pas. Donc, voilà. Euh, il y a le président Xi Jinping, le secrétaire général et président chinois, a proposé une initiative mondiale de sécurité et une initiative mondiale de développement. Ça va dans le sens de ce pourquoi je me bats, pourquoi avec mon ami El Gazep Larouche, président de l'Institut Schiller International, nous nous battons. Mhm. C'est la seule manière de résoudre le conflit en Ukraine. Il y a des choses concernant l'Ukraine, on peut en parler si vous voulez, mais il Bien y a des sûr. choses concernant l'au-delà de l'Ukraine. Et ce conflit dépasse de loin la question de l'Ukraine, en effet. C'est une tentative de l'oligarchie financière occidentale qui occupe la France, qui occupe la Grande-Bretagne, qui occupe les États-Unis, qui occupe les principaux pays occidentaux et qui porte la guerre comme les rats portent la peste. Il faut le dire de cette façon. D'accord. Eh ben, merci, Monsieur Cheminade, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la seconde partie de notre entretien. À tout de Merci. suite. Monsieur Jacques Cheminade, merci pour votre patience. Et nous passons à la seconde partie que je vous propose, dans laquelle je vous propose d'aller un peu plus dans la profondeur des choses pour faire sortir ce que, en général, les choses qui échappent au commun du mortel, qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Alors, ma première question, il y a beaucoup d'experts qui disent que la situation actuelle, nous ne pouvons pas la comprendre que si elle est comparée, c'est-à-dire je parle de la situation politique, économique, financière, sécuritaire et militaire, que si elle est comparée à ce qui a présidé au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale dans les années 30. Alors, cela ne veut pas dire que forcément il y aura une troisième guerre mondiale, mais c'est juste pour expliquer un peu la chose. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et si oui, qui sont dans ce cas les forces qui tirent les ficelles et pèsent de tout leur poids sur l'évolution de la situation stratégique internationale?
Alors, je crois l'avoir déjà dit dans la session précédente, c'est cette oligarchie financière Mhm. qui exerce le pouvoir avec une conception d'empire. Et il s'est exprimé sous la forme, dans le monde, du colonialisme. Ça veut dire une oligarchie financière qui pense en termes euh, de monnaie et qui utilise la monnaie et les prix comme armes et qui est soutenue par le militaire pour que cette monnaie et ces prix puissent prévaloir contre ceux qui veulent produire des biens physiques, qui veulent produire pour le bien commun, ceux qui veulent produire pour l'avenir de l'humanité. Donc cette oligarchie est une oligarchie qui s'est implantée en particulier à partir de Venise, les Pays-Bas, puis de Londres, et qui a infecté les États-Unis, et qui a aujourd'hui, dans les principaux pays occidentaux, et de fait le pouvoir. Un jour, il y a un chef d'État qui est Bachar el-Assad, qui a dit nous sommes ennemis en Syrie d'aucun pays, mais nous sommes ennemis de cette oligarchie financière qui domine les nations dans les pays occidentaux. Et je crois que c'est un jugement tout à fait juste et que cette oligarchie ne craint pas de déclarer la guerre. Les États-Unis ont été impliqués dans une vingtaine de guerres depuis 1945. D'ailleurs, toutes perdues, mais en détruisant là où elles ont eu lieu, que ce soit Mhm. l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, la Libye ou ailleurs. Et une des pires choses qui se soit passée, c'est le ralliement de la France à ce qui s'est passé en Libye ou ce qui s'est passé au Mali. Ce que je disais, moi, c'est qu'on peut arrêter les djihadistes, on pouvait même arrêter l'offensive qui n'était pas aussi importante qu'on le pensait de Kadhafi vers Benghazi. Mais après, on crée le développement économique, on soutient ceux qui sont partisans du développement. On n'a rien fait. D'où la situation s'est infectée. C'est comme une plaie qui suppure et qui s'infecte. Et on en est là aujourd'hui. Et la Russie, par rapport à cela, on dit elle intervient avec Wagner, elle intervient à l'Afrique. C'est vrai, mais elle intervient parce que la France n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, si vous voyez les choses en perspective, vous dites quelle pourrait être façon de sortir, quelle pourrait être la façon de sortir de ce principe de l'oligarchie. Mhm. Ça ne pourrait être que le développement mutuel et la souveraineté reconnue de chaque pays. Or, dans ces mémorandums, certes, avec des paroles fortes du président Poutine en décembre 2021, il demandait la stabilité et la sécurité en Europe et un système lui assurant ce que Gourdeau-Montagne, d'ailleurs en 2006, et Jacques Chirac proposaient. Cela a été rejeté. Biden a rencontré d'ailleurs Poutine à ce moment-là. Il n'en est rien sorti. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, à force de provoquer l'ours a fait, je cite cette image parce que Emmanuel Macron a développé cette image d'animaux qui, moi, personnellement, me paraît absurde. Mais bon, il y a eu une l'intervention russe en Ukraine. Et quand on a dit qu'il y avait quand les Russes ont dit qu'il y a des néo-nazis en Ukraine, en France, on a dit non, ils ne représentent que 3%. Ce qui n'est pas vu, c'est que ces milieux-là sont impliqués dans toutes les affaires euh, curieuses de l'Ukraine. Curieuses, je dis, parce que ce sont des affaires criminelles. Donc il y a une mafia là-bas. Il y a aussi une mafia en Russie, vous me direz, oui, c'est vrai. Mais la mafia en Ukraine est particulièrement active. Et cette mafia, euh, a été sponsorisé, aidé dans son pouvoir après Maïdan par pas seulement les États-Unis, mais l'ensemble des pays occidentaux. Rappelez-vous, au moment de Maïdan, il était prévu que même Laurent Fabius, étant Laurent Fabius qui était là-bas, qu'une solution serait trouvée qui ne serait pas celle qui a été prise, c'est-à-dire de faire que l'Ukraine puisse bombarder le Donbass et tuer des milliers, on dit 14 à 15 000 Ukrainiens russophones. Donc ça ne devait pas avoir lieu. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu quand même parce que ça a été voulu. Et Mhm. rappelez-vous que Victoria Nuland avait dit en parlant à son ambassadeur à Kiev que l'Union européenne aille se faire foutre, fuck the European Union. Donc ça prouve que cette politique américaine n'est pas seulement une politique d'endiguement vis-à-vis de la Russie et puis une politique d'agression vis-à-vis de la Chine qui se prépare, c'est une politique qui vise à accroître le pouvoir des États-Unis sur l'Union européenne et à le rendre définitif. Et l'Union européenne se soumet, comme on a dit tout à l'heure. Mhm. Donc, c'est cela le système. Alors, pourquoi l'Union européenne se soumet?
parce qu'elle laissait peu à peu partir les éléments de son indépendance. En France, euh, disons dans les années 60, lorsque Charles de Gaulle était président, on avait une politique qui était alliée des États-Unis, mais qui disait son fait aux États-Unis. C'est le discours de Phnom Penh de 1966. Cela a été peu à peu abandonné à partir de la présidence de Georges Pompidou par une intégration, d'une part, dans une politique atlantiste auquel on s'est soumis progressivement, et d'autre part, dans une politique qui n'était pas une politique du travail humain, qui n'était pas une politique de développement industriel de la France, mais qui était une politique d'adaptation à la crise financière. Et peu à peu, on a été englué à travers l'euro, à travers l'Union européenne, à travers toute euh, je dirais, une oligarchie qui se trouve à Bruxelles et qui n'est que, disons, un autre élément de l'ordre de ce qu'on appelle en France l'anglosphère. Mhm. C'est dans cela qu'on s'est laissé peu à peu imbriquer jusqu'à la langue. On voit jusqu'à l'éducation. L'éducation en France s'est effondrée, le niveau de l'éducation, parce qu'on a fait une éducation qui est plus basée sur la culture générale, la découverte, l'intelligence des choses, mais qui se trouve basée sur les compétences pour servir un système donné. Donc, on a maintenant des gens de 30, 40, 50 ans. Emmanuel Macron en est un représentant, disons, euh, très clair, qui a été le produit de cette adaptation. Et c'est des gens qui dealent avec la réalité, comme ils disent, ils cherchent des manipulations, et ils ne cherchent pas à traiter avec une vision longue un problème, parce qu'ils sont pris dans un système dans lequel ils pensent qu'on ne peut pas sortir. Et ils vont s'apercevoir maintenant que c'est la fin de tout cela. On est à un changement d'époque où on va vers une guerre généralisée, qui est le risque, où on va vers un nouvel ordre économique et monétaire international, qui est ce pour lequel mon ami américain Lyndon LaRouche, sa femme El Gazep LaRouche et moi-même, nous sommes toujours battus, et qui donne à chaque État un droit à la stabilité, euh, un droit à la sécurité et un droit en développement. C'est le développement mutuel. C'est ce que les Chinois appellent de leur côté un système gagnant-gagnant. Et c'est vers cela qu'il faut aller. Alors ça suppose, et là je vais être, je pense, c'est le moment de le dire, je pense qu'on a 4 vices actuellement dans le monde occidental. Le premier, c'est le vice financier. C'est clair, le court terme, gagner le plus possible, le plus court temps possible. Et émettre de l'argent, de l'argent, de l'argent, en créant une inflation phénoménale. En 2 ans et Il y a demi, un endettement public aussi qui est un endettement abyssal. public, oui, même aux États-Unis, en 2 ans et demi, on a émis plus de dollars dans toute l'histoire des États-Unis. Donc, bon, même chose avec l'euro. Hein. On émet de la monnaie sans lien avec ce qui est bon pour l'homme, l'éducation, la recherche, la santé publique, ni la production réelle de biens physiques. C'est de la monnaie qui ne correspond pas à quelque chose de réel. C'est ce que Marx appelait, il avait raison sur ce plan, dans son dernier livre du Capital, l'accumulation de capital fictif. Rosa Luxembourg l'avait repris aussi. Ça veut dire qu'on émet de l'argent sans contrepartie ni productive ni humaine. Et on est dans ce système-là. C'est la crise de tout ce système. Et ce qui explique, quand on rentre dans ce système, eh bien, l'oligarchie qui le porte ne peut penser qu'à s'étendre, puisqu'elle est incapable d'assurer à l'intérieur d'elle-même le soutien social et populaire. Mhm. Elle doit nécessairement se porter vers une guerre à l'extérieur. Ça, c'est le financier. Alors, c'est malthusien, hein, c'est Mhm. malthusien, parce qu'on dit, ah, grand mot, malthusien. Non, parce qu'on ne crée pas la capacité d'accueil futur, puisqu'on n'investit pas dans ce qui permet à la population de vivre et de vivre mieux. Mon ami Lyndon LaRouche appelait ça potentiel de densité démographique relative. C'est-à-dire qu'on peut avoir de densité démographique que si on investit dans des technologies permettant d'investir plus par être humain, par unité de surface et par kilo de matière apportée. Donc ça paraît compliqué, mais c'est très simple en réalité. C'est assurer qu'on puisse être plus sur cette planète. Or actuellement, moi, le grand risque que je vois, c'est que le taux de natalité a diminué partout, partout, même en Absolument. Chine, même en Russie. Il a diminué Partout, partout, partout. même en France. Donc c'est Même là, dans les pays arabes, sauf les pays même dans africains, les pays arabes, l'Afrique. même. Oui, oui, oui. Même dans les Oui, pays oui. arabes, ça Et a chuté. les gens veulent plus faire d'enfants, il y a un problème. Hein. Mhm. Mhm. Sauf en Afrique. En Afrique, il faut encore des enfants, mais c'est une chance à condition qu'on fasse une politique réelle de développement à l'Afrique et que l'Afrique soit le continent du futur comme elle doit l'être.
Alors, le troisième vice, c'est la géopolitique. Ça, on l'oublie. Mhm. La géopolitique, Absolument. c'est penser que le vainqueur doit essayer de rafler toute la mise, parce que c'est l'oligarchie, parce qu'il est malthusien, qui doit rafler toute la mise. Et c'est pas gagnant-gagnant. Et nous, ce que nous voulons, c'est une nouvelle architecture financière et monétaire dans laquelle tout le monde puisse y trouver son avantage. Chaque nation puisse trouver son avantage. Et que dans chaque pays, tout le potentiel créateur de l'homme soit développé. Et le quatrième vice, c'est le vice, hélas, souvent français, c'est le vice bureaucratique, où on fait de très belles choses au sein de son bureau, on en met dans un tiroir, on ne fait rien dans la réalité. Donc, on assiste à cette forme d'impuissance. Donc, j'ai dit ça pour dire que c'est ça ce qui se passe et ce qui explique que les Européens n'aient pas réagi. Ils sont complètement imbriqués. La pire, Baerbock, Baerbock, Mhm. la La ministre des ministre, Affaires étrangères allemande, elle a dit on est en guerre avec la Russie. Elle l'a dit. Or, même Scholz a dû la corriger. Parce que là, ça veut dire que si on est en guerre avec la Russie, ça veut dire que la Russie vous tombera dessus. Hein. Et Bruno Le Maire, on va mettre la Russie à genoux. Même Macron a dû le corriger. Donc ces gens-là ont perdu la tête, littéralement, au sein d'un système dans lequel ils croient que, comme ils ont fait leur carrière, comme ils y ont réussi, c'est ce que j'appelle l'oligarchie des portes tournantes, privé, public, public, privé. Comme ils y ont réussi, ils pensent que c'est là qu'il y a tous leurs repères. Et ils ont perdu complètement la réalité de ce qui se passe dans le monde. Et tout ce système qui bascule vers l'Asie, je dirais, ou vers l'Est, et je pense que de ce point de vue, je veux dire quelque chose à mon auditoire russe. Il y a quelqu'un, il travaille, il s'appelle Sergei Glaziev, c'est du parti Rodina, un mec qui a été nommé par le président Poutine, dans ce qui, dans l'Union économique eurasienne, explore de nouvelles solutions vers ce système euh, international qui doit se mettre en place. Alors, ça commence par des échanges entre monnaies nationales, et pas en dollars et pas en euros, en yuan, en monnaie saoudienne, en livre turc, en toutes les monnaies. Et les monnaies de plus en plus de ces pays-là. Alors, ce qui c'est les BRICS, Brésil, Russie, Brésil, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Afrique du Sud. Sud. C'est l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, c'est l'Union économique eurasienne, et c'est différents accords qui ont été passés entre ces pays. Donc là, il y a un autre monde qui est en train d'apparaître. Et c'est un autre monde qui est un espoir. Ceci dit, le danger, c'est que du côté occidental, on s'oppose frontalement à ce monde. Donc ça serait bloc contre bloc, et ça veut dire la guerre, dans laquelle personne n'y aurait avantage. Donc ce qu'il faut, c'est aboutir à une paix par le développement mutuel, contraire à cet ordre de l'oligarchie. C'est notre boulot dans les pays occidentaux de se battre pour ça. Notre boulot, je veux dire, politique Mhm. de moi et de tous ceux qui ont cette idée juste de ce côté de avenir. Et donc, Monsieur Cheminade, vous pensez que la paix a encore une chance. Vous n'êtes pas dans le catastrophisme, mais au contraire, vous pensez il y a matière, au contraire, à bâtir la paix et qu'il y a assez de moyens et assez de ressources pour faire en sorte que tous les pays puissent se développer d'une manière harmonieuse dans l'esprit Alors du là, traité de c'est Westphalie. Madame El Gazep-Larouche a fait une déclaration en 10 points. Et dans cette déclaration en 10 points, le premier, c'est la souveraineté individuelle et la souveraineté des nations, qui est essentielle. S'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas, il n'y a pas d'identité propre. La souveraineté, c'est vouloir à la fois son avantage et en même temps d'être exemplaire pour le monde, pour se donner euh, euh, les moyens d'assurer que on soit suivi, aimé, accepté par les autres, d'être exemplaire. Hein. Et après, le dixième point qui me paraît très important, et là, ça me donne l'occasion de le soulever, c'est que l'être humain est porté naturellement au bien. C'est-à-dire que la paix, c'est se réunir en réalité pour penser comment faire pour vivre mieux, pour avoir un avenir meilleur, en discuter. C'est le débat sur l'amélioration des choses, en accord avec la création, qui est des êtres humains créants, qui est en accord avec la création qui est dans le monde. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a une chance aujourd'hui extraordinaire avec les développements possibles de sources nouvelles d'énergie, comme la fusion thermonucléaire, avec une politique spatiale, une politique d'alimentation pour tous. Il y a une très grave crise alimentaire actuellement dans les pays du Sud, scandaleuse, parce que alors qu'on aurait les moyens de nourrir tout le monde, il y a
40-50% de la nourriture qui se perd, notamment en Afrique, et il y a ce qu'on ne produit pas. Et une priorité devait être de doubler la production alimentaire du monde et les moyens de la transporter et les moyens de faire en sorte que les gens qui reçoivent cette nourriture aient la santé et une politique d'éducation, une éducation pour chacun. Donc je crois à tout ça et je crois que l'être humain est porté vers cela et que le mal ne vient que lorsqu'on ne fait plus bien. Et si on fait plus bien, ben, le mal apparaît. Et je ne crois pas qu'il y ait une fatalité, comme certains peuvent le penser, entre une tellurocratie, les peuples de la terre, contre la thalassocratie, les peuples de la mer. Je ne le pense pas. Je pense que c'est la géopolitique occidentale, anglaise, peuple de la mer, et que quand on la reprend en sens inverse, du point de vue de certains intellectuels russes, on tombe dans le piège de la géopolitique à l'envers. C'est de la géopolitique qu'il faut sortir. Et une dernière question, Monsieur Cheminade, est-ce que techniquement, parce que beaucoup, disons, d'économistes disent oui, c'est vrai, et ainsi de suite, mais il est impossible de sortir de ce système financier et qui est, comme vous l'avez expliqué, générateur de guerre et qui peut mener à l'abîme. Alors, comment faire justement pour sortir de ce système-là d'un point de vue politique, bien sûr, techniquement, on peut pas encore, il faut avoir l'analyse et les moyens de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur, parce que c'est un peu un trou noir. Mais au moins sur le plan politique, comment on peut faire justement pour faire en sorte que ce système-là, on puisse le mettre au tiroir ou en faillite, disons les choses Alors, comme je elles sont. pense qu'en écoutant les sages paroles de Ludon de la Roche en son temps et celles d'El Gazette-Larouche aujourd'hui. Alors, qui dit cela? Serge Glaziev. Il faut aussi suivre les sages actes de Serge Glaziev, qui essaye de constituer, de reconstituer un système hors du dollar et hors de l'euro. L'euro s'est associé au dollar et il a signé, à mon avis, à long terme, hein, sa perte. Donc, il faut faire ce nouveau système financier qui soutienne ce système de production, de justice, de sécurité et de développement pour tous. C'est ça le combat. Mhm. Alors, je l'ai vu en Turquie, j'ai été récemment en Turquie, j'étais très intéressé par cette politique de la tradition de Mustafa Kemal, de Kemal Atatürk, qui est en train de réapparaître. Alors, ça vous donne de l'espoir parce que, d'une part, c'est un pays qui, malgré la catastrophe du tremblement de terre, et qui a été faite aussi parce qu'il y a eu une dégénérescence dans les constructions, qu'on n'a pas fait les constructions aux normes sismiques. Ça, c'est le problème. Mais il y a quand même un développement qui a eu lieu en Turquie qui donne un sens au pays qu'un avenir peut être meilleur et qui doit être un avenir basé sur cette idée vraie de souveraineté nationale, pas derrière un mur pour se protéger, mais une souveraineté nationale intégrée dans une politique pour l'ensemble de l'Asie. Alors là-bas, le président actuel est entre deux chaises un peu, mais il y a des gens qui poussent pour que ce soit plutôt dans cette direction. C'est le parti Vatan, mes amis, qui sont dans cette tradition de Kemal Atatürk. Il y a une chose très intéressante, je pense, c'est d'imaginer la tradition morale, une vraie tradition morale. Hein, c'est attaché à l'idée de famille, de futur, d'avenir, de justice et contre les privilèges. Alors, Mustafa Kemal était attaché à cela et il était pour la paix. Et curieusement, il y a un pape qui s'appelait Benoît XV qui a fait énormément pour la paix dans laquelle 1914-1918. Et Kemal Atatürk, qui était laïque mais de culture musulmane, a fait un monument en Turquie, c'est le seul pays au monde, en l'honneur de Benoît XV, en 1900, je crois, après la guerre de 14-18, qui a tenté la paix et qui est un exemple pour le monde. Donc voilà, dans un pays musulman laïque, on fait quelque chose pour un pape qui est catholique. Donc je crois que c'est une chose auquel il faut penser. Nous l'appelons, Madame El Gazet-Larouche l'appelle la coïncidence des opposés. Il faut penser qu'à un certain niveau, c'est opposé. Mais à un niveau supérieur, ça peut devenir quelque chose de commun. Alors, c'est un penseur qui était Nicolas de Cuse, qu'on devrait relire, qui avait la coincidentia oppositorum, la coïncidence des opposés. Lorsqu'on porte les choses à un niveau supérieur, et c'est ça le grand espoir pour le monde, on arrive à faire quelque chose qui marche. Et pour cela, il faut avoir un sens de l'homme comme quelqu'un est optimiste, avoir un optimisme créateur. Il ne faut pas tomber
dans le pessimisme confortable. Il y a un confort du pessimisme. Et quelqu'un d'autre avait dit la même chose, c'est Albert Einstein, qui avait dit, lorsqu'il y a un problème, on ne peut jamais le résoudre dans le terme dans lequel ce problème a été posé. Il faut trouver autre chose. Ça peut être ni la déduction, déduire logiquement une chose, ni l'induction, ce qui fait une fois doit être fait, peut se faire des 10 fois, c'est toujours la même chose. Non, c'est quelque chose de différent. C'est l'intuition créatrice, c'est la création. Et c'est cette création qui doit être la base de ce nouvel ordre économique et monétaire international. Comme en son temps, Larouche, très tôt, avait proposé cette fameuse initiative de défense stratégique, un plan de défense commun à la Russie et aux États-Unis, pour arriver à une paix sans que ce soit l'un contre l'autre, mais que ce soit basé sur de nouveaux principes physiques développés en commun. Cette chose a été complètement détournée, c'est devenu la guerre des étoiles et c'est devenu de la part des États-Unis une arme, hélas. Mais l'idée reste, et cette idée aujourd'hui, c'est cette idée d'un monde gagnant-gagnant dans lequel une nouvelle architecture permette la paix. Et c'est naturel parce qu'un être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger correctement, il veut avoir un toit, il veut avoir un endroit où il est guéri, et préfère même d'ailleurs qu'on crée les conditions où on prévienne la maladie. Il veut euh, avoir une famille, il veut avoir un développement, il veut un futur. Et c'est d'un certain sens, je reprends le discours du président Poutine, ce que Poutine a dit. Il dit qu'il est très choqué par cette culture que, en son temps, Pascal appelait la culture des libertins, et une culture d'une idéologie contre nature en Occident. Alors, si vous dites ça, on vous dit, ah, vous êtes d'extrême droite. Non, simplement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a un vivre ensemble qui exige qu'on fasse des choses pour assurer un avenir à la société. Et de ce point de vue, la Chine, la Russie, la Turquie, malgré bien des défauts, je ne dis pas que ce soit des anges, mais tous ces pays ont quelque chose de commun et qui est cette volonté. Et cette volonté, c'est ça qui nous permet d'avoir un avenir et c'est ça qui me donne un espoir politique. Et c'est ce basculement du monde vers un Sud global et vers l'esprit du traité de Westphalie, qui est on oublie les offenses, on oublie ce qu'on s'est fait, on pense à l'avenir. On œuvre à l'avantage de l'autre, en disant si on fait des bonnes choses pour l'autre, l'autre fera des bonnes choses pour nous. On n'attend pas nécessairement de retour. On fait ces choses-là. Et puis, on l'a oublié, des traités de Westphalie, on annule les dettes de guerre et on fait soit une annulation, soit un moratoire. Et ça, c'est notre grande politique. J'en ai discuté avec les Gilets jaunes en France. C'est une annulation intelligente, ordonnée des dettes. Et c'est l'arme contre l'oligarchie. C'est pour ça qu'on avait défendu une séparation bancaire, le Glass-Steagall américain, qu'on avait en France aussi à la Libération en 1945. Et en même temps, toute une politique de faire de nouvelles institutions de crédit qui font des contrats à long terme à faible taux d'intérêt. Et de ce point de vue, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit dans ce domaine le président Poutine quand il a dit les contrats de gaz, ça marchait bien, c'est des contrats à long terme et le prix était bas. Maintenant, avec ce que vous avez fait, vous êtes allé vers l'esprit spot, vers le prix immédiat du marché. Vous avez fait ce que vous avez fait, les prix du gaz ont monté. Et c'est contre vous, Européens, que vous avez joué, vous vous êtes tiré des balles dans les jambes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'espère maintenant qu'on ne se tirera pas dans la tête. Voilà. Et une dernière question, Monsieur Cheminade. Il y a pas mal de mouvements populaires qui apparaissent actuellement en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en soutien à la paix. Est-ce que c'est un mouvement qui est très représentatif? Est-ce qu'il est très actif au sein de la société, très présent au sein de la société? Alors, il y a d'abord des militaires. C'est intéressant avant de parler des mouvements populaires. Hein. Mm. En Allemagne, Manfred Gratz, par exemple, Gratz, un général allemand, G-R-A-T-Z, a dit, il est vrai, il venait d'Allemagne de l'Est, c'est vrai. Il a dit aujourd'hui, citant le poète Heine, il a dit, si je pense à l'Allemagne la nuit, j'en perds le sommeil. Moi aussi, si je pense à la France la nuit, j'en perds le sommeil, parce que j'ai une idée plus haute de mon pays. Et il a ajouté, il faut absolument, avec un autre général qui s'appelle Sebald Daum, il a dit, il ne faut pas oublier que c'est la Russie qui a permis la réunification de l'Allemagne, et c'est la Russie qui constitue une chance pour tout l'espace européen. Ça constitue une chance.
la Russie a retiré ses troupes d'occupation de l'Allemagne de l'Est et les Allemands l'ont laissé en Allemagne de l'Ouest. Et même, ils ont étendu à ce qui était l'Allemagne de l'Est. Donc, il faut penser à ces choses-là et penser à leur portée. Alors, il y a des généraux en France, comme quelques, donc, qui sont affirmés publiquement, comme le général de Lavarde ou d'autres généraux. Je pense au général Henri Roux, je pense au général, à l'amiral Gauchon, à toute une série, à l'amiral Debré, à toute une série de militaires. Ils disent non, 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 on ne peut pas aller à cette politique de l'OTAN qui est contraire à la souveraineté de la France et contraire à nos intérêts en tant qu'État. Il faut faire autre chose, et contraire à l'intérêt de l'humanité. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a les manifestations. Alors, il y a des manifestations. Moi-même, je participerai le 25 à la manifestation du mouvement de la paix à Paris, et je participerai aussi le dimanche suivant, le 26, à la manifestation des Patriotes de Florian Philippot. Donc, je pense qu'il faut aller partout où on se bat pour la paix et laisser tomber les rivalités, les désaccords sur telle ou telle question. On se retrouvera après. Mais pour l'instant, c'est cette paix qui est essentielle. C'est pour ça que nous avons fait aussi un appel qui est suivi dans le monde pour soutenir le pape François qui disait « Je suis prêt à accueillir ici à Rome pour des négociations sans condition ». Alors, il y a un passé à cela. C'est ce qu'avait fait Benoît XV pendant la guerre de 14, c'est ce qu'a fait Jean XXIII pendant la crise des missiles de Cuba. Et c'est le Vatican, il y a de très mauvaises choses. Au Vatican, tout n'est pas bon. Mais comme lieu d'accueil et lieu neutre, c'est très important. Et je pense que c'est très important aussi que ce pape, le pape François, avait déclaré qu'il y a eu des exactions commises par les Russes bourriates et par les Russes tchétchènes en Ukraine. Et quand même, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, s'est tout à fait insurgé contre cela. Et ensuite, le Vatican dit oui, nous nous sommes prononcés sur une question dans laquelle on n'aurait pas dû se prononcer. Ce n'est pas notre place de dire ces choses. Et à ce moment-là, le président Poutine a envoyé ses vœux de bonne année au pape. Donc c'est intéressant parce qu'on voit des choses comme ça se produire. En Turquie, c'est très important que la Grèce soit venue pour aider les Turcs, alors que les tensions entre la Grèce et la Turquie peuvent être très grandes. On voit des choses comme ça positives apparaître. Toute l'Amérique latine, avec l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique et la Bolivie, tous ces pays-là, et le Venezuela aussi, tous ces pays-là qui ont une ligne différente de celle de l'oligarchie. Pas parfaite, ça progresse, ça ne sera pas par miracle, mais ça progresse. Et je pense qu'il y a cela. Il y a maintenant à Washington la manifestation qu'on a organisée avec d'autres le 19. On a eu une aussi à Los Angeles, il y en a eu à Mexico, à San Francisco, un peu partout pour la paix. Alors, ce qui est intéressant à Washington, c'est qu'il y avait Diane Serre, qui est partisan qui participe à l'organisation de Lyndon LaRouche, mais il y avait aussi des libertariens qui passent pour être plutôt conservateurs et des dissidents de Bernie Sanders, le Parti du peuple, qui, eux, passent pour être tout à fait à gauche. Donc, il se crée quelque chose, comme en France, pour le Conseil national de la résistance, et nous nous battons en France pour que cela réapparaisse. Il part de là des oppositions sur différentes questions, sur la cause essentielle, ce que disait le Conseil national de la résistance, le combat, dans son programme, le combat contre les féodalités financières. Et ça, c'est l'essentiel pour la paix, contre les féodalités financières et contre la politique de l'OTAN. Je vous remercie, Monsieur Cheminade, pour toutes ces informations et cet entretien passionnant. J'espère que votre appel sera entendu et j'espère aussi vous retrouver dans une autre occasion pour traiter un autre sujet. Merci Et beaucoup. moi, j'espère qu'on reconnaîtra la France de Victor Hugo et de ceux qui l'ont créée dans la République et dans la Commune. Voilà. Louis D'accord. Michel, en particulier, que les Russes Merci connaissent. beaucoup. Merci.